sera qui ? Ce sera qui ? Le candidat que vous allez soutenir sur la 4e circonscription, votre circonscription, aux élections législatives, parce que le choix pour vous doit être cornélien. Cornélien, oui. D'un côté, il y a Philippe Ribaud. Par contre, il faut que vous moquiez d'un doute. Qu'est-ce qu'il y a de coquin dans votre question ? Ah ben, ça va dépendre de votre réponse. Du coup, vous soutenez qui ? Philippe Ribaud, qui est candidat En Marche et qui est votre ami au département. Alors, je vais vous dire. Ou alors, excusez-moi, Valérie Martre, qui est la candidate, Alors, les Républicains EDI, votre parti Ou Jean-Pierre de Faria. Ou Jean-Pierre de Faria. Ou Gaël Votre Girard. collègue maire de Saint-Amour. Ou Dominique Passieux. En ou substance, Arnaud ma Bord. question, c'est est-ce que vous allez soutenir, oui ou non, Philippe Ribaud ? Alors, soutenir, c'est une chose. Voter, c'en est une autre. Et donc Moi, je suis encarté dans un parti qui s'appelle les Républicains. Voilà, c'est pas un secret, c'est pas d'aujourd'hui. Il fut un temps, c'était le RPR, et moi je fais partie des RPR, canal historique, à cette époque-là. Donc, habituellement, je vote à toutes les élections pour les candidats qui sont soutenus ou portés par ma famille politique. Il se trouve que sur cette 4e circonscription du Gard, nous avons une candidate qui est la candidate officielle UDI LR, donc LR, ouais. Et qui est Madame Martre. Voilà, donc en théorie, je devrais voter pour Madame Martre. Mais en pratique ? Eh bien, en pratique, il se trouve que je la connais pas, cette dame. Ouais. Et que par contre, je connais bien Philippe Ribaud, je connais bien Jean-Pierre de Faria, je connais bien Dominique Passieux, je connais bien Gaël Girard. Donc je pense que je ferai plus un choix d'amitié qu'un choix politique. Vous allez voter Philippe Ribaud ? Non, pour l'instant, ce choix, il n'est pas fait. Ça peut être Jean-Pierre de Faria. Mais pourquoi pas ? Vous êtes plus sur la ligne de Max Roustan ou de Christophe Rivenc ? Ben, vous voyez, j'ai des amis, là, vous venez d'en parler, ils vont pas faire le même choix. Donc dans tous les cas, ça sera un choix qui sera très personnel, qui se fera peut-être à la dernière minute en fonction de la rencontre avec l'un ou avec l'autre. Mais quand même, pour revenir, parce que là c'est compliqué, hein. C'est difficile de choisir parmi ses amis. Oui, c'est mais justement pour revenir un peu à l'enjeu, la droite, elle est éclatée, divisée. Oui. Quel regard vous portez sur cette situation ? Est-ce que derrière, il fallait pas se ranger finalement derrière Philippe Ribaud qui est implanté sur son territoire ? Alors, je posais la question à Jean-Pierre de Faria, il vous dira, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que Philippe Ribaud se range derrière Jean-Pierre de Faria ? Monsieur de Faria, alors il a certainement de grandes qualités. Philippe Ribaud, il a quand même été élu conseiller départemental. Oui, il est le président de l'association des maires du Gard. Exactement, il a quand même une vraie légitimité. Oui, mais je... La question, c'est pas ça. Vous qui connaissez Christophe Rivenc, qui a été élu au pays, à l'Est agglomération, est-ce que vous lui avez pas dit, bon, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se rassembler autour d'un candidat ? Non. Et ne t'inquiète pas, Philippe Ribaud ne te fera pas de l'ombre. Non, je lui ai pas dit ça, parce que vous savez, c'est un grand garçon, c'est le président des Républicains du Gard. On parle de tout et de rien, mais je me suis pas permis de lui dire on devrait faire ça, on devrait plutôt faire ça, etc. Après, toutes les candidatures sont légitimes. Sur cette 4e circonscription, il y en a 13. C'est beaucoup. Je ne sais pas s'il faut y voir particulier bon fonctionnement de notre démocratie, parce qu'on a 13 candidats aux élections législatives. Mais il n'y a pas quand même un danger pour vous qui êtes les Républicains, un malaise. Il n'y a pas quand même un danger pour vous qui êtes les Républicains de voir un second tour RN-NUPES ? Bah, écoutez, sur le canton de Monsieur de Faria, aux élections départementales, les électeurs, les Républicains, ils ont eu le choix entre un binôme communiste et un binôme au Rassemblement national. Je ne sais pas comment ils ont voté. J'aurais pas aimé être à leur place. Mais là, vous répondez pas à ma question. Qui était, est-ce que, avec cette bataille qu'on a à droite, vous, en tant qu'adhérent Les Républicains, vous prenez pas le risque de voir un second tour, NUPES, donc gauche, et Rassemblement national. Si, et mais du coup, ça, éliminé du second tour de ces législatives. Les électeurs en décideront. Moi, de toute façon, si c'est ça, il faudra bien choisir aussi. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai une candidate qui est officiellement investi par mon parti. Mais que vous ne connaissez pas. Mais que je ne connais pas. Et je considère qu'un député, ça doit être un élu qui est un peu ancré dans le territoire. Moi, les parachutages, ça ne m'intéresse pas. Oui, parce qu'elle n'est pas sur cette circonscription. Non, elle est élue de Saint-Christol-les-Alès, je crois. Alors, pour autant, elle a parfaitement le droit et elle représente notre famille politique. Donc, moi, je crache pas dans la soupe. Mais c'est pas votre tasse de thé, cette candidature. Mais je dis que j'ai des personnes qui me paraissent être plus proches, amicalement, je parle, pas forcément politiquement, et que peut-être parfois, dans la vie, il faut placer l'amitié au-dessus de la politique.
Très bien, Monsieur Gras. On continue avec la présidentielle qui a été catastrophique. On continue avec les législatives et donc la présidentielle qui a été catastrophique pour les Républicains. D'après le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, les LR-UDI obtiendraient 35 à 55 députés à l'Assemblée contre 120 actuellement. Est-ce que c'est la fin de votre parti politique ? C'est une bonne question. Effectivement, on ne nous prédit pas un nombre de députés particulièrement important, ça c'est sûr. Il va vraisemblablement être revu à la baisse, mais moi, les sondages c'est une chose. Je vais attendre l'investissement de toutes les personnes qui sont souvent bien ancrées dans leur territoire, qui sont des maires, qui sont des adjoints, qui sont des conseillers départementaux, parfois des conseillers régionaux, etc., qui vont faire campagne et qui ont peut-être encore la possibilité de convaincre un certain nombre de personnes. Alors, je ne fais pas de procès à qui que ce soit. Il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de députés sortants se sont rapprochés d'une certaine tendance politique, peut-être par conviction, peut-être. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, peut-être pour sauver leur siège. C'est possible. Moi, c'est pas ma conception de la politique. D'accord. Voilà. Parfois, il vaut mieux perdre que se déshonorer. Vous connaissez la phrase de Churchill ? Non, mais vous allez me la dire. Non, vous avez choisi, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez fait le choix du déshonneur et vous aurez la guerre. Donc, parfois, on fait des choix et c'est pas toujours des bons choix. Voilà. Donc, parfois, il vaut mieux être dans le camp des vaincus. Une dernière question, Coralie, sur les rester législatives. fidèle à ses valeurs. Voilà. Après les législatives, s'ouvrira la bataille pour la direction du parti Les Républicains. Oui. Pour vous, qui serait le meilleur candidat pour récupérer la boutique ? David Lisnard. Ah, le maire de Cannes. Le maire de Cannes, le président de l'association des maires de France, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a, à mon avis, une vision des territoires qui est assez proche de la mienne, et c'est quelqu'un dont les idées sont assez proches des miennes. C'est un gaulliste social, c'est quelqu'un qui... C'est un très bon démocrate d'ailleurs. Si vous le dites, alors... Bien sûr, il a parrainé Jean-Luc Mélenchon lorsque Jean-Luc Mélenchon manquait de parrainage. Donc alors, si vous reconnaissez même que c'est un bon choix et que vous me confortiez dans mon choix, non, je pense que et puis c'est quelqu'un qui est effectivement pas le plus connu des prétendants ou des prétendantes. Et peut-être que quand on touche un petit peu le fond, il vaut mieux repartir avec du neuf qu'essayer de composer avec de l'ancien. Avec Laurent Wauquiez, par exemple. Avec tout le respect que j'ai pour tous les anciens. Avec Laurent Wauquiez, dont Laurent Wauquiez, bien sûr, puisque Laurent Wauquiez, c'est pas votre ligne. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas ma ligne, mais c'est un très bon président de conseil régional, et que les choses soient claires. Si les militants font le choix de Laurent Wauquiez, je soutiendrai Laurent Wauquiez à fond. Du bout des doigts. Non, à fond. Chaque fois à la primaire, je me suis trompé. J'ai jamais misé sur le bon cheval, je l'ai déjà dit à Coralie. Par contre, chaque fois que le gagnant ou la gagnante, en l'occurrence, a remporté l'élection interne, c'est le choix des militants. Allez, dans quelques instants, qui supporte pas, qui conforte pas le choix des militants, il doit partir. Dans quelques instants, Frédéric Gras, Monsieur le maire, on va parler du département du Gard. Coralie a pas mal de questions à vous poser, mais d'abord on va donner la parole à nos sociétaires. Ils veulent vous interpeller, ils ont des questions pour vous, et on va démarrer avec Julien. Frédéric Gras, vous êtes conseiller départemental d'opposition. Oui. Vous étiez élu lors du mandat précédent avec Denis Boide. Tout à fait. La situation politique était particulière parce que c'était une majorité relative. Donc on sait que l'opposition avait pu fortement peser sur l'action du département jusqu'en 2020. Comment ça se passe aujourd'hui ? On entend beaucoup moins parler. Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'opposition et la majorité ? Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir peser sur les poids sur le département, sur la ligne. La ligne politique. Et si oui, dans quelle direction vous allez ? Qu'est-ce qui vous paraît dangereux aujourd'hui dans la politique du département ? Alors, pour ce qui a été de la transition entre la présidence exercée par Denis Boide dans le cadre d'une majorité relative et la présidence exercée par Françoise Laurent-Périgot dans le cadre d'une majorité absolue, moi, en tant que conseiller départemental d'opposition, je n'ai pas vraiment vu de différence sur l'écoute. On ne nous a pas dit du jour au lendemain... on était obligé de composer avec vous parce que vous pouviez nous bloquer avec les voix du Rassemblement national. À partir d'aujourd'hui, majorité absolue, au revoir et merci, vous n'avez plus rien à dire et on ne vous entendra plus. Ça n'est pas le cas, je ne suis pas l'avocat de Françoise Laurent-Périgot, mais il me semble que, en tout cas moi, pour mon canton, chaque fois que j'ai
une interrogation d'un maire, d'une commune, de gens qui sont en difficulté, qui viennent nous rencontrer dans le cadre de nos permanences, etc., j'ai toujours eu, jusqu'à maintenant, une écoute favorable de la présidente et de ses services. Mais est-ce qu'il y a des choix, comme le disait Julien, est-ce qu'il y a une ligne, il y a quand même une ligne politique, oui, c'est une majorité de gauche. Après, que les choses soient claires, plus de 60% des dépenses du département sont des dépenses contraintes. Donc la marge de manœuvre, que vous soyez de gauche, de droite ou du milieu, vous avez des ayants droit. En matière de social, le financement. En matière de social, la personne, c'est un ayant droit, elle a des droits, donc, comme tous les ayants droit, et donc vous êtes censé lui faire valoir. Il y a peu de latitude, en fait, c'est ce que vous dites. Il y a assez peu de latitude au département. Alors après, on peut composer sur, par exemple, le pacte territorial, qui est un contrat. On va en parler après. Voilà, on peut discuter de ce qu'on met dedans, à quelle hauteur on vient en aide aux communes. On peut discuter des projets, par exemple, de terre de jeu, par exemple, avec la restauration, la restructuration de Méjeanne Le Clap. Moi, je suis allé 2 fois en réunion dans le cadre de mes activités à Méjeanne Le Clap. Franchement, que les choses soient claires, un petit coup de neuf et un petit coup de quelques travaux là-bas, ça ne sera pas une mauvaise chose, franchement. Donc, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, en plus, le sport, des valeurs qui peuvent nous rassembler tous, qu'on soit de gauche, de droite, du milieu ou d'ailleurs. On arrive dans la dernière ligne droite de cette interview. Il nous faut des réponses un tout petit peu plus concises. D'accord. Et on va donner la parole tout de suite à Nicolas, parce que Coralie a encore 2-3 questions sur le département. Alors j'irai très vite. Moi, c'est une question un peu plus technique. Vous êtes maire et vous êtes aussi conseiller d'agglomération. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur justement la loi NOTRe qui, comme vous le savez, a transféré énormément de compétences des communes aux communautés d'agglomération, ce qui ont rendu les communes pour ainsi dire, avec assez peu d'espace de manœuvre. Oui. Est-ce que ça ne participe pas à éloigner justement les citoyens des vraies instances de décision que sont justement les communautés de communes et de plus en plus la mutualisation des moyens dans des grandes superstructures dont les élus d'ailleurs ne sont pas élus de manière directe en réalité? Oui, alors effectivement, moi la loi NOTRe, c'était pas la mienne, mais bon, ça a été la nôtre. On se l'est tous appliqués, forcément, puisque les élus sont pas là pour discuter la loi, ils sont là pour l'appliquer, même quand elle leur convient pas. Par contre, effectivement, je pense que l'intercommunalité, ça devrait être un outil au service des communes et pas l'inverse. Par exemple, le transfert obligatoire de la compétence eau potable pour les petites communes comme la mienne, qui travaillaient, on était un syndicat intercommunal à 9 communes, on travaillait en régie, on avait un prix de l'eau qui était extrêmement raisonnable et sur lequel on avait les pleins pouvoirs. Le fait de passer à l'agglo, vous arrivez à 72 communes. Il y a un tas de communes qui disent mais nous on préfère la DSP parce que c'est mieux, c'est plus professionnel peut-être, etc. Et c'est probablement vrai. Sauf que ça nous éloigne quelque peu de la maîtrise qu'on pouvait avoir sur notamment les coûts et sur les investissements. On l'a vu à Nîmes d'ailleurs, les réseaux qui restait 48 ans. Des possibilités et des leviers. Oui, il y a des économies d'échelle qui sont réalisées. D'escabeaux, d'échelle, c'est des petits escabeaux les économies. Mais on nous avait annoncé des économies d'échelle. Je pense qu'on fera plutôt des économies de petits escabeaux. Mais bon, l'idée c'est surtout de dire que, comme vous le disiez, chaque fois qu'on transfère des compétences vers l'interco, on a peut-être tendance un petit peu à éloigner le citoyen. Parce que lorsqu'il vient à la commune, on lui dit « Ah mais maintenant, c'est plus la mairie, c'est l'agglo ». Donc l'agglo, c'est loin, on ne sait pas à quelle porte il faut aller frapper, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Allez, Coralie, 2 dernières questions. Alors rapidement, la prochaine séance publique du conseil départemental se déroule le 24 juin. Il sera présenté une modification, vous l'avez dit, des contrats territoriaux. C'est des subventions qui sont versées pour financer les projets des communes. C'est comme les fonds de concours à Nîmes Métropole. Oui, et vous n'êtes pas content du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et de manière concise vous n'êtes pas content? Je suis pas content du tout. Je suis pas content du tout. Je suis pas très en colère, mais c'est pas le genre de la maison. Mais je suis déçu. Je suis déçu parce que nous avions sollicité la présidente de manière à ce qu'on puisse intégrer dans l'ensemble des champs d'intervention du contrat territorial l'aide notamment aux toutes petites communes en matière de vidéoprotection. Et là, elle ne le fera plus. On nous a répondu que l'État venait en aide sur la DETR, notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux, et pouvait subventionner ce type d'équipement jusqu'à 50%. Mais ça me paraît insuffisant. Une caméra, ça coûte plus de 10 000 €. Il en faut au moins 10, même pour le plus petit des petits villages. Mais derrière, c'est un choix idéologique.
idéologique? C'est parce que Je sais pas. gauche, Je sais pas. Parce qu'on a interrogé du coup le conseil départemental et lui il nous dit aujourd'hui l'État se désengage quand même du financement de ces caméras et c'est pas aux collectivités de payer. Non mais excusez-moi. C'est leur justification. Le département finance les terrains de tennis, le terrain de foot, la toiture de la mairie, la toiture du temple, de l'église, etc. Et pourrait pas financer la vidéoprotection qui finalement quand même contribue à la sécurité des Gardois parce que dans les petites communes on a de plus en plus de délinquance qui se délocalisent des centres-villes où il y a des caméras partout. Et Alès Agglomération, vous accompagnez pas sur ces questions? Eh ben on pourra voir si on peut aussi bénéficier d'un fonds de concours. Mais si on pouvait avoir l'aide de l'État, du département et d'Alès Agglomération, le projet sortira des cartons à Saint-Césaire. Une toute dernière question, Coralie, qui est complètement déconnectée. Mais je vous en prie, Coralie. L'été dernier, vous nous avez fait confiance en nous racontant votre histoire d'amour avec Camille, qui nous regarde d'ailleurs ce soir. Peut-être que j'aurais pas dû. Mais non, elle nous a dévoilé que Frédéric, c'était, je cite, 4 blagues à la seconde. Alors à l'approche de l'été, on est un peu dans une bonne vibe de feria. On voulait connaître votre meilleure blague ou celle peut-être qui l'a fait craquer quand vous l'avez rencontré. D'accord, c'est une blague sur les magasins que Camille fréquente beaucoup. Mais quand je la raconte, je peux pas dire qu'elle est supermarché. Mais non, c'est pas ça, je vous dirai. C'est un monsieur qui. J'aurais dû dire à Nicolas de faire un son là. C'est un monsieur qui rentre dans une boutique pour acheter une chemise, une boutique de prêt-à-porter, et il veut acheter une chemise couleur lilas. Et donc il dit au vendeur, écoutez, voilà, moi je voudrais une chemise de couleur lilas. Et donc le vendeur lui apporte une chemise un peu de la teinte de votre chemisier, Coralie. C'est rose, hein. Et ce monsieur dit, non, pas du tout, c'est pas du tout ça, je veux une chemise de couleur lilas. Il revient avec une autre chemise de couleur un petit peu rose pâle. Et il lui dit, mais non, mais pas du tout, je veux une chemise couleur lilas. Donc il revient avec une chemise d'un bleu très 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 clair. Mais c'est pas ça du tout, je veux une chemise couleur lilas. D'accord. Et il lui dit, mais on est désolé, on n'en a pas, monsieur. Mais si, j'en ai vu une dans la vitrine, venez voir. Donc il amène le vendeur à l'extérieur et il lui montre une chemise. Et le vendeur lui dit, mais attendez, monsieur, vous plaisantez, c'est blanc. Et l'acheteur lui dit, mais vous avez jamais vu du lilas blanc? Elle est pas mal. C'est gentil, et voilà, mais j'en ai des plus. C'était un moment suspendu dans cette émission avec le politique qui nous raconte une blague. Bon, enfin, on a eu Gilbert Collard qui nous a fait un peu le spectacle aussi la semaine dernière. C'était les meilleures tenues. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Grain, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir joué le jeu à la demande de Coralie sur cette dernière question.